Notre deuxième invitée, bonjour Juliette, c'est Juliette François Sévigny. Elle est étudiante au doctorat en psychologie de l'enfant, de l'adolescent. Excusez-moi, j'ai perdu, oui. En psychologie de l'enfant, de l'adolescent et des parents à l'Université de Sherbrooke. Elle occupe également le poste de coordonnatrice à la vulgarisation scientifique à Science 101, ce qui inclut le rôle d'éditrice en chef de la revue de vulgarisation LAFIP, où elle supervise l'ensemble du processus de publication. Puis, elle est aussi cofondatrice de Vérité ou quoi. C'est un organisme visant à faire la promotion de la science vulgarisée sur les questions taboues ou débattues d'un sujet scientifique particulier. Puis finalement, elle se trouve à être l'étudiante boursière qui participe à la réalisation du plan d'action du projet de vulgarisation scientifique Dialogue, qui est nommé Pour ne pas dormir debout, qui est mené par Monsieur Mathieu Pilon, professeur Mathieu Pilon. Puis l'ensemble de ses implications dans la communication scientifique lui ont permis de développer une expertise sur les bases de vulgarisation spécifique à l'écrit. Puis sans plus tarder, je vous laisse la parole, Juliette. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Donc, j'espère que vous allez bien, vous tous. Donc, écoutez, une superbe présentation. Je pense que je n'aurai pas besoin trop de me représenter. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, une courte, environ 1 heure, finalement, 45 minutes, d'une conférence atelier sur les bases de la vulgarisation scientifique, mais surtout, comment on écrit ça, un bon article de vulgarisation scientifique. Donc, on va voir un peu, bien évidemment, la structure, mais aussi les principes un peu sous-jacents. Puis, j'ai essayé d'intégrer un peu une touche ludique humoristique à travers ça. Donc, on va voir si ça marche. Bon, là, Martha m'a si bien décrit, donc je vais passer vite, mais tout ça pour dire, effectivement, je suis étudiante au doctorat en psychologie et comme l'a si bien mentionné, en fait, mon rôle à Science 101, c'est surtout, ça implique surtout le rôle d'éditrice en chef de la revue de vulgarisation scientifique La Fibre. Donc, sachez en fait que La Fibre, en fait, c'est une revue qui est ouverte à tous et à toutes, donc peu importe l'université d'appartenance, peu importe la discipline ou peu importe le cycle, finalement, vous pouvez soumettre un article de vulgarisation scientifique à La Fibre. La prochaine édition, ça va être celle pour le printemps, donc la date limite va être le 15 mai. Je vous dis ça tout de suite, au cas où qu'après ça, ça vous donne le goût de rédiger un article de vulgarisation scientifique. Donc, Science 101, en fait, c'est un organisme à but non lucratif fondé en janvier 2019. Donc, c'est une initiative étudiante qui est basée à l'UQAM, mais qui regroupe des étudiants d'un peu importe l'université, finalement. Donc, notre mission, bien évidemment, c'est de promouvoir la vulgarisation scientifique. On a certaines activités pour ce faire. Donc, on parle de formation, conférences, concours de vulgarisation scientifique, dont la date limite de soumission va être le 15 février, si ça vous intéresse aussi. Et la revue La Film, comme j'en ai mentionné. On va passer au cœur du sujet. Donc, qu'est-ce que la vulgarisation scientifique? Écoutez, je ne vous apprendrai pas grand-chose en vous disant que la vulgarisation scientifique, en fait, c'est de partager à un large public des découvertes scientifiques, des résultats scientifiques. Mais c'est surtout se faire comprendre. Donc, bien évidemment, on ne vulgarise pas pour étaler la complexité et l'étendue de nos connaissances. Ce n'est pas pour impressionner du tout, plus que pour partager ce savoir-là, puis en fait, de donner envie de ce partage-là. Donc, on le fait de manière simple, c'est-à-dire des courtes phrases simples. On évite bien évidemment l'utilisation de jargon, par exemple. Par contre, vulgariser, si on dit on veut rendre ça simple, mais on ne veut pas non plus simplifier son propos, et tout là est la nuance en fait. Autrement, vulgariser, c'est être capable de capter rapidement l'attention du lectorat, bref, de notre audience, peu importe. Donc, avant même d'informer, la première mission qu'on vulgarise, c'est d'intéresser. Par exemple, dans un article, si le lecteur, au bout de quelques lignes, n'est pas du tout intéressé, il ne commencera pas à lire au complet. Donc, c'est vraiment notre première mission. Donc, vulgariser, ce n'est pas non plus enseigner, dans le sens qu'un bon article de vulgarisation scientifique, ce n'est pas un texte encyclopédique, là. Tout comme une bonne conférence, ça ne sera pas un cours à l'université, en tous les cas. Bref, le mot d'ordre, c'est vraiment d'intéresser. C'est notre mission. Donc là, on se dit qu'on se lance, là, on veut se lancer en vulgarisation scientifique. Bien, on a quelques
quelques questions à se poser, notamment, c'est qui notre public? Bon, c'est sûr que si vous vous adressez, par exemple, à des experts ou étudiants, chercheurs en soins palliatifs, clairement que votre niveau de langage va être adapté à ça. Mais dans tous les cas, en vulgarisation scientifique, on prend pour acquis que notre interlocuteur ne connaît pas notre sujet. Et donc, on essaie de rendre ça simple dans le sens que, bien évidemment, comme je vais le mentionner à plusieurs reprises, le jargon, c'est non. Autrement, bien, il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait vouloir vulgariser, par exemple, des résultats, qu'il s'agisse de nos derniers résultats, de nos résultats de notre mémoire ou une partie de nos résultats de mémoire ou de thèse, d'informer sur un domaine scientifique en particulier ou bien même de démentir certains mythes ou conceptions erronées. Puis, bien évidemment, on doit choisir le bon véhicule dans le sens que maintenant, il y a tellement plein de formats, dans le sens qu'on peut tant y aller avec un podcast, qu'il y aller avec une chaîne YouTube, que la BD, l'infographie, bref, il y a plusieurs véhicules possibles, mais bien évidemment, ici, on va s'intéresser plus particulièrement à l'article de vulgarisation scientifique, donc le format écrit. Donc, on s'est posé ces questions-là, puis là, on se dit, bon, on va vulgariser sur un sujet. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais sujet. Il ne faut vraiment pas se mettre la pression avec ça non plus. Il y a seulement des mauvaises manières ou des manières maladroites d'en parler. Et c'est ce qui nous amène à l'angle de traitement. L'angle de traitement, c'est quand même assez important dans le sens que quand on veut rédiger un article, ça va être la manière qu'on va s'orienter, qu'on va orienter notre article. Puis dans tous les cas, on veut que ça soit le plus précis et le plus attirant possible. Donc, avant même d'avoir écrit, on pense un peu à ça dans la tête. Là, qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut que le sujet doit être le plus précis possible? En fait, il y a une superbe citation ici à l'écran, là, « Qui trop embrasse mal étreint ». C'est ça. Dans le fond, un sujet qui est trop vaste, ça ne donnera jamais vraiment un bon texte. Donc, on veut se limiter à 2 ou 3 idées principales et bien évidemment seulement une idée maîtresse. Là, je donne un petit exemple. Par exemple, moi, je me dis, bon, c'est sûr que je n'ai pas les connaissances nécessaires là, aujourd'hui, mais mettons, je me lance sur un article de vulgarisation scientifique en soins palliatifs. Là, les soins palliatifs, c'est vraiment trop large, en fait, comme sujet de base, bien évidemment. Donc, surtout qu'un article de vulgarisation scientifique, en fait, c'est 1000 mots et moins. Puis, voir, tout dépendant où vous soumettez l'article, ça peut être même 700 mots et moins. Donc, on s'entend, on fait ça short, puis les soins palliatifs, en général, bien, il y aurait tellement de choses à aborder qu'on ne pourrait pas vraiment l'exploiter. Puis, en fait, ça laisse facilement les lecteurs sur leur faim. Puis, bref, ça donnerait un résultat so-so. Fait que là, on pourrait préciser et dire, OK, mais pourquoi pas l'impact du soutien psychologique sur la personne en soins palliatifs? Mais encore là, ce n'est pas assez précis. Il y aurait l'impact du soutien psychologique offert par les groupes d'accompagnement sur la personne en soins palliatifs et même qu'on pourrait encore préciser sur la surcharge émotionnelle par la personne en soins palliatifs. Fait que déjà là, à ce moment-là, on aurait quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, on a vraiment une idée maîtresse, puis ensuite, on va pouvoir y aller avec des idées un peu plus secondaires. Autrement, bien, on veut que ça soit le plus attirant possible. Puis bien évidemment, qu'est-ce qu'on veut dire avec attirant? Comme on dit tout à l'heure, on veut intéresser. Puis en fait, souvent, qu'est-ce qui touche les gens, c'est ce qui va les intéresser. Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai publié un article de vulgarisation scientifique à la conversation sur les parents d'enfants qui sont doués et TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention. Puis, en fait, comment j'ai orienté un peu le texte, c'est vraiment à partir de recherches qualitatives que je voyais que les parents, ils se sentent délaissés ou non. Donc, j'ai fait un peu un scénario en mentionnant ceci. Et en fait, c'est dans les commentaires, c'est vraiment ce qui a le plus ressorti, le fait que c'était vraiment aligné à leur réalité. Donc, ce qui les touchait personnellement, c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont motivé à le lire, mais aussi à partager l'article. Donc, vraiment, ce qui touche le lecteur, que ça peut, est-ce que ça va venir perturber leur quotidien? Est-ce que c'est un sujet qui est inscrit dans l'actualité? Ça aussi, ça touche généralement le lecteur. Autrement, est-ce qu'elle fait l'objet d'une controverse? Bref, il y a plusieurs manières qu'on peut orienter le tout. Justement, ça s'inscrit dans un sujet d'actualité. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, au début de la pandémie, avant même que ça arrive au Canada, quand c'était plus en Asie, on n'en a pas tant parlé ici dans les médias, alors que dès que c'est arrivé ici au Canada, on n'arrêtait pas d'avoir plein de nouvelles en lien avec ça. Et donc, ça touchait directement notre réalité et donc, on en parlait. On voulait en savoir plus. Fait que c'est vraiment ce principe-là. Autrement,
on a ceci en tête, mais il reste qu'un article de vulgarisation scientifique, ça a une structure bien à elle. Puis là, on va voir ça parce qu'il y a plusieurs faux pas qu'on peut faire en lien avec ça. Donc, premièrement, là, j'ai un peu imagé comment l'article en général. Donc, il faut savoir que le premier paragraphe, ça s'appelle le chapeau. On va tout y revenir, mais le chapeau, en gros, c'est un résumé de l'article qui est suivi de l'amorce qui va venir vraiment accrocher, donc un peu l'appât du texte qui va venir accrocher le lecteur pour ensuite mener au corps du texte, donc les paragraphes un peu plus explicatifs de notre sujet et finalement de mener à une chute qui n'est pas une conclusion et on va voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, comme j'ai mentionné, le chapeau, bien, c'est le premier paragraphe. Donc, c'est le paragraphe qui est résumé. Donc, environ 90 mots, on doit retrouver les 5 W. Là. Je ne sais pas si vous en rappelez un peu, c'était quoi? On voyait ça un peu au primaire, secondaire. Là. Mais bref, c'est les 5 quoi un peu. Là. Donc, c'est qui est touché, qui est directement concerné, c'est de quoi qu'on parle, où est-ce qu'il se trouve le sujet, le quand et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler. Donc, on devrait retrouver ces 5 éléments-là, mais bien évidemment, parfois, il y a certaines disciplines qui se portent moins. Par exemple, je sais que la psychologie, parfois, le quand est un petit peu plus difficile à intégrer. Dans tous les cas, c'est une règle de base, mais on y va avec flexibilité. Dans tous les cas, c'est vraiment de qu'est-ce qu'on veut transmettre au lectorat, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent. Et déjà, juste avec le titre et le chapeau, bien, les lecteurs et lectrices devraient avoir une bonne idée, en fait, c'est quoi le sujet et les principales conclusions. Par exemple, j'ai un exemple ici. Donc, c'est un article qui avait été publié à La Fibre au printemps dernier. Donc, si des alliés invisibles à l'œil nu contribuent tous les jours au bien-être de l'être humain, donc qui est concerné. En effet, les bactéries sont des micro-organismes constitués d'une seule cellule qui compose les bactéries qui étaient le quoi, pardon, qui composent la microflore intestinale. Et donc, c'est le où ça se passe tout ça. Il participe incognito à différentes fonctions physiologiques telles que la régulation de l'humeur et la digestion. Cependant, un déséquilibre de cette microflore, donc le quand, peut mener à de graves conséquences allant d'une infection bactérienne à des troubles de santé mentale. Donc, le pourquoi c'est important d'en parler. Dans tous les cas, ici, c'est environ 90 mots. Puis avec ça, en fait, on sait un peu de quoi ça va parler. Donc, on sait que ça va parler de bactéries. Puis aussi, OK, qu'est-ce qui se passe quand il y a un déséquilibre et qu'est-ce que ça cause un peu. Donc, on a déjà une idée très générale de quoi ça va parler. Puis déjà, avec ça, OK, est-ce que ça l'intéresse le lecteur? On va voir par la suite l'amorce, justement, c'est ce qui va venir accrocher. Donc, l'amorce qui va venir suivre le chapeau. Donc, elle donne envie aux lecteurs de poursuivre leur lecture. Et là, comme dit si bien Sophie Malavoie, donc tout comme un étalagiste, vous devez placer des éléments capables d'attirer l'attention. Puis en fait, c'est le paragraphe le plus important parce que s'il n'est pas intéressé, le lecteur, il ne poursuivra pas. Donc, c'est ça, il faut y penser. Il faut mettre du temps là-dessus. Autrement, on a certains interdits de l'amorce. Tout d'abord, ne jamais débuter par une généralité. Dans le sens, là, un style de phrase, l'espace a toujours suscité l'enthousiasme et l'émerveillement de l'homme. C'est ça, ça ne dit pas grand-chose, puis en fait, c'est plus plate qu'autre chose, dans le sens que ça ne va vraiment pas démarquer votre article des autres, par exemple. Il ne va vraiment pas venir accrocher l'œil. Et bien évidemment, ne jamais commencer par une définition. Comme on a dit, ce n'est pas un texte encyclopédique. Donc, on ne fait pas ça. On s'en tient à autre chose. Même chose, ne jamais remonter à la nuit des temps. Dans le sens qu'ici, il y a un petit exemple de l'âge de pierre, puis du feu, du bronze, du cuivre, du fer, et depuis le 20e siècle, des polymères. Donc, on parle des polymères ici, mais Seigneur, on est parti de loin quand même là, ici. Donc, dans un article de vulgarisation scientifique, comme je disais, on n'a pas beaucoup de mots pour tout parler de ce qu'on veut parler, donc on y va straight to the point. Et bien, on ne débute pas non plus par une description de son corps de recherche. En fait, on s'adresse au grand public et ce n'est généralement pas des choses qui vont vraiment venir les intéresser directement. Ils sont plus intéressés à savoir qu'est-ce qui en sort de ça. Donc, on ne commencera pas à dire décrire notre échantillon puis quelle méthode. Non, on ne s'en tient pas. On essaie d'opter pour d'autres stratégies. Donc, on va voir des exemples d'amorces. L'amorce qui est souvent utilisée, en fait, qui est la plus simple et la plus, je dirais, surprenante là, et qui va vraiment venir accrocher, c'est les statistiques. Donc, par exemple, ici, quand on dit le tiers des fillettes de 9 ans ont déjà essayé de perdre du poids, bien déjà là, ça vient comme « Oh, OK, ça vient vraiment d'accrocher. » Bien évidemment, il faudrait que ça soit en lien avec notre sujet. Là. Donc, c'est le genre de tactique qui peut être utilisée pour venir accrocher
l'œil du lectorat. Autrement, on peut y aller par une mise en contexte. Là, par exemple, ici, il y avait une petite mise en contexte avec l'Ebola. Donc, 25 000 personnes touchées et plus de 100 000 morts en moins d'1 an. L'épidémie de fièvre Ebola a pris le monde par surprise. Même l'Organisation mondiale de la santé a été forcée de reconnaître le manque de réactivité de ses troupes face à ce redoutable virus. Donc, on vient un peu mettre en contexte. On dit aussi les conséquences que ça a eu. On parle de mort, des conséquences un peu que c'est ça que ça a engendré finalement. Donc, ça peut être une autre tactique également. Autrement, l'amorce interrogative, donc on va venir interroger le lecteur un peu plus. Par exemple, des échanges de gènes peuvent-ils se produire entre espèces éloignées? La réponse pourrait bien être oui selon certains chercheurs. Et là, bien évidemment, ouais, OK, ça pourrait nous permettre de, OK, je veux en savoir davantage et je me lance dans la lecture. Même chose, l'amorce qui interpelle le lecteur, ça peut être bien utilisé, en fait, vraiment de venir directement là, les mettre dans une sorte d'atmosphère. Par exemple, imaginez que vous êtes pris en voiture dans la circulation. Vous ragez, mais que pouvez-vous faire? Tout simple, vous déployez vos hélices et vous vous envolez. Je sais, on parle de voiture volante depuis 50 ans, mais maintenant, ce n'est plus un mythe. Donc, déjà, bien évidemment, on parle de voiture volante là, dans tous les cas, mais ça nous met pas mal en contexte de ce qui va suivre et c'est quand même une manière assez originale aussi d'amener le lecteur avec nous. Donc, c'est ça. Autrement, l'amorce fiction, un peu d'y aller, c'est comme une forme de fiction. Le 5 juillet 2030, l'homme pose le pied sur Mars. Et bref, ça mène vers la suite. Donc, c'est toutes sortes de manières d'accrocher finalement le lecteur. Autrement, le principe le plus important en vulgarisation scientifique, c'est d'aller du particulier au général. En fait, je m'explique, dans un article scientifique ou même les textes en fait qu'on fait depuis le primaire, secondaire, par exemple, là, si je veux parler là, du stress que les parents d'enfants qui ont une maladie X ressentent au quotidien en comparaison aux parents qui n'en ont pas, d'enfants avec une maladie X, bien, on commencerait justement, j'imagine, par un peu étaler, OK, c'est quoi cette maladie-là? C'est quoi les effets que ça a sur la famille? Comment on décrit le stress parental? Puis là, on ira avec la méthodologie, puis les résultats, puis la discussion. Mais en vulgarisation scientifique, on fait vraiment l'inverse dans le sens qu'on commence avec les résultats. Dans le sens que si notre étude a dit que les parents d'enfants d'une maladie X sont plus stressés que les autres, bien, c'est ça qu'on met directement de l'avant et ensuite on contextualise. Donc, on ne commence pas à définir avant. C'est vraiment la particularité parce qu'en fait, comme on dit, c'est vraiment d'intéresser. Donc, on met directement dans les yeux du lecteur ce qui est le fait saillant pour les encourager à poursuivre avec nous. Donc, voilà. Autrement, le dernier paragraphe, comme on a dit, c'est la chute. Et la chute, pourquoi ce n'est pas une conclusion? C'est que la conclusion fait un peu plus référence à une sorte de récapitulatif de l'article. Mais en fait, le récapitulatif ou le résumé se trouve déjà au début de notre texte au chapeau. Donc, la chute, c'est vraiment un paragraphe qui va permettre d'ouvrir le regard ou à de nouvelles perspectives au lecteur. Donc, vraiment comme une ouverture, un peu comme on faisait parfois au secondaire là, dans certains textes. Là. Ici, encore en lien avec l'exemple sur les bactéries, je vous la lis. Donc, les interactions qui existent entre l'être humain et les bactéries sont d'une extrême complexité et leur importance est indéniable. La possibilité de considérer le microbiote dans le traitement des maladies neurodégénératives ou de troubles de l'humeur effleure l'esprit de plusieurs scientifiques. La solution réside-t-elle dans la composition bactérienne du microbiote? Seul l'avenir nous le dira. Donc là, on voit très bien qu'il y a une ouverture dans le sens qu'on apporte le lecteur vers autre chose et on essaie de l'apporter dans quelque chose que c'est de l'espoir plus que du désespoir, bien évidemment. Donc voilà, finalement. Donc, c'est vraiment ça la dernière petite spécificité par rapport à la structure d'un article de vulgarisation scientifique. Autrement, bien évidemment, le titre, c'est assez important. Je pense que j'apprendrai ça à personne. Dans un article quotidien, on va dire le Châtelaine ou peu importe. Là. Dès que vous voyez comme un titre qui va être accrocheur, même si Narcity sont bons là-dedans, là, tout ce qu'ils mettent, bien, ça va venir accrocher. Puis c'est un peu ça, en fait. On veut faire la même chose, en fait. Donc, bien évidemment, on s'en tient à un titre qui a moins de 10 mots. Je sais qu'en recherche, on est bon pour remettre des longs titres, mais là, on va réduire un petit peu. Bien, on veut qu'il soit créatif, on veut qu'il fasse un peu comme sourire le lecteur. Voir ça, c'est un bon défi. Ce n'est pas toujours possible, mais si on y arrive, c'est déjà très bien.
Autrement, bien évidemment, il doit donner une bonne idée en fait du sujet dont il va être question. Il faut que ça soit quand même en lien, autrement, on peut perdre le lecteur assez rapidement. Puis, on évite les 2 points dans le titre. Pourquoi je dis ça? C'est simplement que quand on met des 2 points, après, on dirait que c'est un titre qui n'en finit plus. Je ne sais pas si vous savez de quoi que je parle, mais bref, on évite généralement. Donc, des bons exemples. Ici, j'ai les bactéries des alliés à double tranchant. Donc, c'est assez court, puis en fait, on sait qu'on va parler des bactéries qui peut être tant un allié qu'au contraire, là, quelque chose qui va vraiment venir à l'encontre de la santé de l'humain. Autrement, écrire poisson sans poison, c'est quand même accrocheur dans le sens que là, on va parler du mercure qui se trouve dans le poisson, qui est un poison, en fait. Donc, comme un petit jeu de mots. Le masculin l'emportait-il réellement sur le féminin? Donc, encore là, c'est vraiment de ça qu'on parle, en fait, d'un point de vue linguistique. Donc, ça vient vraiment accrocher tout de même le lecteur, surtout avec les enjeux actuels. Donc, c'est ça. Autrement, bien, un contre-exemple, ici, j'ai l'espace commun de co-construction comme vecteur de praxis, la réflexivité comme condition signe que non à la scientificité. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, au début, je ne savais pas vraiment de quoi on parlait. Je ne sais pas encore aujourd'hui. C'est bien trop long, puis en fait, il y a beaucoup de jargon, puis on ne sait pas vraiment de quoi qu'on parle. Donc, généralement, on va voir ça, puis on ne va pas vraiment se sentir interpellé trop par ce qui est écrit. Donc c'est ça. On va voir 2 autres petits exemples. Par exemple, ici, existe-t-il un profil psychologique commun aux individus radicalisés? Donc, ce n'est pas vraiment mauvais comme titre ici. C'est peut-être un peu long. Puis en fait, profil psychologique, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a les mêmes référents. Donc, on peut mener à seulement les racines de la radicalisation, qui veut dire un peu plus la même chose et qui est encore plus accessible. Autrement, multinationale canadienne et violation des droits humains, 2 petits points, ce que je n'aime pas vraiment. Éternelle impunité. Puis en fait, c'est sous forme de question, il y a un point d'interrogation, mais ce n'est pas vraiment la structure d'une question. Fait, bref. Encore là, ici, on pourrait simplement réduire aux multinationales ou banc des accusés. Donc, déjà là, c'est vraiment plus accrocheur. Donc, c'est sûr que ça prend, on ne trouve généralement pas un bon titre en 10 minutes, quoi que ça se peut, là, mais ça vaut la peine tout de même de s'y pencher. Autrement, il y a les titres, mais il y a les intertitres. Et enfin, un point intéressant ici, j'ai remis un peu le schéma, là, on va dire, là, de l'article. Et étant donné que le chapeau, c'est le résumé et que l'amorce, en fait, c'est comme on a dit là-bas tout à l'heure, que le texte, donc, n'est pas encore réellement commencé. Les paragraphes explicatifs ne sont pas réellement commencés. L'intertitre ne peut pas tout de suite être après l'amorce, en fait. Donc, il va souvent être après le premier paragraphe explicatif. On voit souvent ça, c'est une petite erreur en fait, c'est pas grave, mais bref, sachez-le, je vous le dis aujourd'hui. Puis bien évidemment, les intertitres, on essaie de mettre ça aussi original. Donc, par exemple, des intertitres du style les avantages de la crème hydratante, là, par exemple. Ben, les avantages, c'est pas très original. Même si on va parler des avantages, il y a une manière de plus originale, par exemple, d'en parler. Donc, voilà, autrement, ça peut reprendre certains passages là, du paragraphe qui suit finalement l'intertitre. C'est une possibilité aussi. Bon, certains principes en vulgarisation scientifique, comme je dis tout à l'heure, les jargons, c'est non. Je ne pense pas que ça surprend personne non plus, mais c'est quand même facile, en fait, de se perdre là-dedans, étant donné que, par exemple, je prends ma réalité étudiante en psychologie, bien, mes amis, ils sont surtout en psychologie, même mon copain est en psychologie, donc c'est sûr que j'utilise du jargon couramment, mais je ne m'en rends pas compte. Donc, je peux parler de mentalisation, mais peut-être que pour plusieurs personnes, mentalisation, ça ne veut pas dire grand-chose, alors que introspection, ça pourrait être quelque chose aussi qui va plus sonner de cloche que mentalisation, par exemple. Même chose ici, remplacer leucocyte par globule blanc. Globule blanc, ça dit déjà, il y a plus de personnes qui ont ces référents-là. C'est sûr que parfois, ça peut être difficile. On peut toujours faire un lexique après un article de vulgarisation scientifique, par exemple, de mettre un petit astérix ou de le mettre en gras et de référer au lexique. Donc, c'est toujours facile parce que parfois, ça peut être difficile de vulgariser bien. Puis, on ne veut pas non plus aller trop dans des... c'est bien d'utiliser des métaphores, mais parfois, quand on s'éloigne trop, ça peut être un peu plus confondant que d'autres choses. Donc voilà. Autrement, ben, on évite les mots qui ne servent à rien, dans le sens qu'on n'a vraiment pas beaucoup de place. Par exemple, je donne un exemple ici, là, tel que mentionné préalablement.
Bon, déjà ça, théoriquement, on ne dit pas ça. On ne devrait pas dire ça. On n'a pas beaucoup de mots. Puis là, tel qu'on a mentionné préalablement, mais c'est dit préalablement. Fait qu'on n'a pas besoin de revenir. Ces résultats permettront à des équipes de recherche efficaces, bon, OK, de développer des programmes d'intervention d'une grande importance impliquant divers acteurs de différentes disciplines. Bon, d'une grande importance, on ne sait pas vraiment c'est quoi les programmes d'intervention, divers acteurs de différentes disciplines. Pour elle, on ne sait juste pas qu'est-ce que cette phrase-là veut dire. Puis, bien évidemment, quand on écrit, chaque phrase, en fait, devrait avoir une idée principale qu'on veut dire. Donc, chaque phrase, une idée, point. Ici, je ne sais pas c'est quoi l'idée, fait. Déjà là, ça ne nous dit pas vraiment grand-chose. Donc, on évite ça. Puis, bien évidemment, aucune opinion ne devrait transparaître dans le sens que c'est la vulgarisation scientifique, c'est de la science avant tout. Donc, c'est objectif, bien évidemment. Ce n'est pas un plaidoyer qu'on fait là. Donc, ces opinions, on les garde pour soi. Autrement, bien évidemment, on peut donner des exemples. En fait, je favorise beaucoup ça dans le sens que si la phrase la maladie d'Alzheimer se traduit par une perte des fonctions intellectuelles, point. Mais pour certaines personnes, fonctions intellectuelles, ben, ça ne veut pas dire grand-chose nécessairement. C'est quoi exactement? C'est quelle fonction? Mais là, ici, on les précise. Telles que la mémoire, le langage, le jugement, l'orientation. Déjà là, la mémoire, bien, pratiquement tout le monde, c'est quoi une mémoire? C'est vraiment on donne des référents. Même chose comparé avec des éléments connus. Dans le sens que je vous donne un exemple ici. Savez-vous qu'un humain peut produire plus de 50 000 litres de salive au cours de sa vie? Mais pour plusieurs personnes, des gros chiffres de main, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si je dis que c'est l'équivalent de 2 piscines olympiques, non, on a quand même une petite idée que c'est beaucoup de salive finalement qu'on produit dans une vie. Donc, c'est souvent des parallèles qu'on peut faire comme ça. Puis en fait, ça donne un peu un ton ludique aussi à ça. Donc, ça vient généralement très interpeller le lecteur. Même chose d'utiliser des analogies, métaphores et hyperboles dans le sens qu'on veut imager ce qu'on veut dire. Par exemple, ici, en présence, là, on parle de diète et donc de restrictions alimentaires un peu plus. Là. En présence d'un déficit énergétique, le métabolisme basal diminue. De la même manière que notre cellulaire tombe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est faible. Cette adaptation vise à maintenir les fonctions vitales du corps en période de restriction. Ici, l'analogie avec le cellulaire qui tombe en mode économie, économie d'énergie, on a pratiquement tout le monde a un cellulaire, puis c'est à quoi réfère que quand il n'y a plus beaucoup de batterie, on essaie de condenser tout ça et c'est vraiment le parallèle qui est fait. Puis, en fait, c'est souvent des principes auxquels les lecteurs, justement, ils ont des référents et donc s'identifient un peu plus. Oups, j'ai skippé une coupe de... OK. Et bien évidemment, pourquoi pas un peu d'humour à travers tout ça. Ici, ce n'est pas un exemple spécifique au texte de vulgarisation scientifique, mais c'est un compte Instagram que je vous suggère fortement de suivre. C'est Faut que tu m'expliques Québec. Donc, ici, par exemple, là, il faisait une publication sur 5 faits impressionnants sur les astronautes, puis il rend ça en fait humoristique et ludique. Dans le sens que là, ici, par exemple, le deuxième fait, c'est les astronautes ne peuvent pas roter dans l'espace, sinon ils vomissent. Donc déjà là, OK. Puis après, il explique. Même chose que le cinquième fait. En ce moment, il y a 96 sacs de caca sur la Lune. Mais comment ça? Puis après, il explique. Fait, il attire vraiment par des faits ludiques un peu inusités. Puis c'est souvent, en fait, ce qui est très recherché et ce qui pogne, bien évidemment. Bon, je ne suis pas une écrivaine, je ne suis pas autrice non plus, là, mais il reste que je vais quand même m'autoriser à parler de quelques principes stylistiques à travers tout ça. Donc, j'imagine que tout le monde va être d'accord avec moi. Une phrase trop longue devient pénible à lire et à comprendre. J'imagine qu'on a tous lu à l'université des textes qui avaient des phrases qui ne finissaient plus de finir et qu'on en finissait finalement par ne plus comprendre le sens. Et c'est la même chose. Comme je disais au début de la présentation, on essaye de faire des phrases les plus courtes possibles, dans le sens, comme j'ai dit, une idée, une phrase, point. Les virgules, avec parcimonie quand même, je sais que ça peut vraiment alourdir, donc on essaie de faire ça le plus court possible. Autrement, de choisir des verbes variés, ça a l'air niaiseux, mais on utilise très couramment les verbes avoir, être, faire, voir, mettre, utiliser, bref, dire. Mais il existe vraiment plusieurs autres verbes. Parfois, ça va simplement rajouter à la qualité un peu plus là, du texte. Par exemple, plutôt que d'écrire leurs cerveaux sont différents, qui est le verbe être, on pourrait rédiger leur cerveau diffère. Donc, ça veut dire absolument la même chose, mais on
on vient rajouter un peu plus de diversité avec tout ça. Autrement, ben, on signifie un peu des synonymes. Qu'est-ce que je veux dire ici? Là? Je sais qu'on peut utiliser plusieurs verbes qui veulent dire la même chose, mais quand je parle de synonymes, c'est un peu plus comme des termes un peu plus scientifiques. Il y en a plusieurs qui veulent dire la même chose, mais si on ne l'introduit pas dès le départ, ça peut être difficile, surtout que c'est pas nécessairement tout le monde qui ont une bonne connaissance justement du sujet. Et donc, parfois, de varier les termes, même si dans un article scientifique, ça pourrait être bien, bien ici, on essaie de s'en garder à un seul et même terme du sujet, finalement. Là. Donc, simplement pour rendre ça le plus accessible possible, bien évidemment. Puis, on évite les abréviations, c'est l'acronyme. Je sais que, par exemple, le terme TDAH, souvent, c'est quelque chose qui est vraiment connu par tout le monde, mais il reste que c'est ce genre d'acronyme-là, il reste qu'on essaye de moins les utiliser. En tout cas, avec modération dans tous les cas. Et bien évidemment, on essaie autant que possible d'adopter une écriture inclusive ou une rédaction épicène. C'est sûr que nous, à la fibre, c'est ça, et c'est exactement les principes qu'on va utiliser, de féminiser aussi. Donc, si on dit les étudiants, ça va être étudiants, bref, .es, là, vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'on est rendu là de toute façon, puis c'est adopté dans plusieurs médias, tout dépendant où ça vous tente de rédiger, de soumettre, bref. À penser, dans tous les cas, et à adopter. Et bien évidemment, ça, c'est un principe de base, là, mais comme pour n'importe quel texte, il faut travailler, retravailler encore et encore, c'est sûr. Il existe de l'aide pour ça aussi. Par exemple, si vous soumettez à la fibre, il y a une équipe de réviseurs qui va vous aider à bien vulgariser votre texte. Mais autrement, c'est du travail en continu. Finalement, comme dans n'importe quel texte, même un article scientifique, tu sais. Fait que c'est ça. Autrement, je mets ici quelques ressources, dont le guide pratique de vulgarisation scientifique de Sophie Malavoie. Ça, je le conseille fortement. Tous les principes que j'expliquais, en fait, provenaient principalement de son ouvrage. Autrement, le guide de vulgarisation scientifique de Pascal Lapointe ou le document, je pense qu'il fait peut-être juste 4 pages, écrit pour être lu de Marie-Paul Primo, donc qui est l'éditrice en chef de la revue Dire, qui est rattachée à l'Université de Montréal. Puis bien évidemment, on a certains documents à 501 avec la fibre. Puis vous pourrez me poser des questions directement aussi, là, si vous avez des questions. Mais justement, on est rendu à la période de questions, donc soyez pas gênés. Mais comme je dis, si vous l'êtes, sachez que mon adresse courriel est juste ici. Vous pouvez, sans hésitation, venir me poser des questions.